Ce porte-avions a été volé à l'Ukraine, puis ruiné par la marine russe. Pendant sa phase de conception, le tout nouveau porte-avions lourd soviétique était appelé Union soviétique. En 1982, lorsqu'il a été mis à quai en Ukraine soviétique, il a été baptisé Riga, puis lors de son lancement en 1985, il a été rebaptisé Léonid Brezhnev, et lorsqu'il a subi des essais en mer en 1989, il était connu sous le nom de Tbilissi. Lorsque le Tbilissi était sur le point d'entrer en service, la marine soviétique n'était pas prête à exploiter un tel navire. Il n'y avait pas de groupes aériens, pas de forces opérationnelles dont Tbilissi ferait partie, et pas de groupe de contrôle du trafic aérien, sans lesquels Tbilissi ne pourrait pas fonctionner. Le pire de tout, c'est qu'il n'y avait pas d'infrastructure pour soutenir un tel navire. Même le premier commandant du porte-avions, le capitaine Viktor Yarygin, a déclaré à un journal soviétique que la marine soviétique n'était pas préparée à l'apparition d'un navire comme le Tbilissi. En effet, à l'époque soviétique, la plupart des fonds étaient alloués au développement et à la fabrication des navires, et il ne restait pas assez d'argent pour l'entretien courant des navires existants. Alors que l'Union soviétique vivait ses derniers jours, la marine soviétique ne voulait pas que ses vaisseaux capitaux portent le nom de ville en opposition ouverte avec l'Union soviétique. Il voulait que Tbilissi et son navire jumeau Riga soient rebaptisés. Le gouvernement a cédé, et le 19 septembre 1990, il a été annoncé que Tbilissi était rebaptisé amiral de la flotte de l'Union soviétique Kuznetsov et que le navire jumeau en construction était rebaptisé Variag. L'amiral Kuznetsov est vraiment un navire malchanceux dont les aventures ont commencé lorsque la Russie a secrètement comploté pour le voler à l'Ukraine nouvellement indépendante. Les malheurs du porte-avions ont commencé avec la chute de l'Union soviétique. Le 24 août 1991, l'Ukraine a déclaré son indépendance de l'URSS. Immédiatement, les tensions avec la Russie commencent à porter sur le sort de la flotte de la mer Noire, puisque la majorité des officiers sont pro-russes. Le président ukrainien, Leonid Kravchuk, proclame que l'amiral Kuznetsov est une propriété ukrainienne et ordonne au commandant du navire de rester à quai en Ukraine, mais le commandant, Viktor Yarygin, n'est pas d'accord. À ses yeux, l'Ukraine n'existe pas encore en tant que pays parce que le référendum sur l'indépendance n'avait pas encore eu lieu. Ainsi, le 1er décembre 1991, le jour même où 92% des Ukrainiens étaient occupés à voter pour l'indépendance lors du référendum, le porte-avions amiral Kuznetsov a quitté la mer Noire sous les ordres de la flotte russe du Nord et s'est dirigé vers Mourmansk. Un tiers de l'équipage du navire est resté sur le porte-avions, le reste étant resté en Ukraine. La construction du navire n'étant pas terminée, l'amiral Kuznetsov a voyagé à des milliers de kilomètres du constructeur et s'est retrouvé dans un port qui ne disposait pas des infrastructures nécessaires pour accueillir un tel navire. Bien qu'inachevé, le 20 janvier 1991, le Kuznetsov est devenu le navire amiral de la marine russe, mais il n'a reçu aucun avion 2 ans plus tard et n'a été pleinement opérationnel que 3 ans plus tard. Le premier déploiement du porte-avions a commencé en 1995 en mer Méditerranée et a duré 3 mois. Sa mission était de montrer le nouveau vaisseau amiral de la Russie et de s'entraîner à des sorties dans des conditions météorologiques favorables en Méditerranée. Le rôle principal du porte-avions était la projection de statut plutôt que la projection de puissance. Ce porte-avions n'est pas la pièce maîtresse d'une flotte moderne, selon certaines personnes. Derrière le Kuznetsov se cache plutôt une marine russe qui tente désespérément de maintenir la ressemblance avec la marine soviétique, autrefois grande, impressionnante et très étendue. Si de l'extérieur, le Kuznetsov peut sembler puissant, lors de son premier déploiement, les 2000 hommes embarqués étaient rationnés en eau, qui n'était disponible que 20 minutes par jour, 10 minutes le matin et 10 minutes le soir, car les évaporateurs du navire qui distille l'eau de mer tombaient en panne. À un moment donné, la marine américaine était sur le point d'aider le navire amiral russe en lui fournissant de l'eau fraîche. Le système de propulsion de l'amiral Kuznetsov est constitué de 8 chaudières sous pression qui ne sont pas très fiables. Par conséquent, à plusieurs reprises, y compris lors de son premier déploiement, le porte-avions a perdu toute propulsion et s'est retrouvé mort en mer. Même si le système de propulsion pouvait fréquemment être réparé en mer, il est arrivé que le Kuznetsov doive être remorqué jusqu'au port. C'est pourquoi, lors de la campagne syrienne de 2016, le navire amiral de la marine russe a dû être accompagné d'un remorqueur, le Nikolai Tchiker, ce qui, rétrospectivement, était une bonne idée, car une fois de plus, le Kuznetsov a perdu sa propulsion, et avec l'aide de ce puissant remorqueur, il a été remorqué au port.
Selon des sources occidentales, la Russie a fini par acquérir plus d'avions porteurs qu'elle n'a réussi à former de pilotes qualifiés. Ce qui est assez ironique, car la chose inverse s'est produite lors du premier déploiement du porte-avions soviétique Kiev, dans les années 1970. Au moment où le premier porte-avions soviétique était prêt pour son premier déploiement, seuls 6 avions Yak-38 avaient été produits et embarqués sur le navire. Afin de faire paraître le Kiev plus puissant qu'il ne l'était réellement devant les services de renseignement américains, les soviétiques se sont donc livrés à une tromperie élaborée. Les marins repeignaient les numéros de cellules sur les avions après chaque sortie, afin de gonfler le nombre de Yak-38 qui étaient censés être stockés dans les hangars du porte-avions, et cela a fonctionné. Les médias américains ont rapporté que le porte-avions Kiev avait embarqué au moins 60 avions, alors qu'en réalité il n'y en avait que 6. Nous devons préciser que le Kuznetsov n'est pas un porte-avions, du moins juridiquement parlant, il ne s'identifie pas comme tel, sinon il serait coincé dans la mer Noire. C'est parce que, selon la convention de Montreux, le passage des porte-avions de plus de 15 000 tonnes est interdit dans le détroit turc. Les soviétiques ont donc décidé de désigner le Kuznetsov et tous leurs autres porte-avions comme des croiseurs lourds de transport d'avions. Au cours de 3 décennies de service dans la marine russe, le Kuznetsov n'a effectué que 6 courts déploiements en Méditerranée et dans l'Atlantique. Il a passé la plupart de son temps de service à quai à Mourmansk ou dans des chantiers navals pour des réparations. Son temps de navigation moyen était d'environ 15 jours par an et il n'a participé qu'à un seul déploiement de combat en Syrie en 2016. L'événement le plus mémorable de ce déploiement en Syrie est sans doute la fumée noire. L'échappement noir a été attribué à de nombreuses causes différentes, telles que l'utilisation d'un carburant de mauvaise qualité, une erreur de l'opérateur pour ne pas avoir préchauffé le carburant et ainsi de suite, mais il devient évident que la cause probable était simplement la centrale électrique usée du porte-avions. Mais comment cela a-t-il pu se produire ? Au cours de ses 30 ans de carrière, le Kuznetsov n'a passé que 450 jours en mer au total. C'est loin d'être suffisant pour user la centrale électrique d'un porte-avions. Des rapports indiquent que 4 de ces 8 chaudières KVG-4 doivent être remplacées au cours du carénage de mi-vie car elles sont usées. L'Union soviétique n'a pris la peine de créer que ces gigantesques machines, et non leur base permanente. Au lieu d'obtenir de l'électricité et de l'eau chaude à terre lorsque le Kuznetsov était à quai, ces chaudières ont été battues prématurément, usant les centrales électriques. Comme il est resté assis tranquillement pendant la majeure partie de sa vie sur le quai, la vie utile de ces machines a été consacrée à fournir de l'électricité et de l'eau à l'équipage à bord. En revanche, lorsque les porte-avions de classe Nimitz sont amarrés dans leur port permanent, des services à terre complets sont fournis pour l'approvisionnement en électricité, en eau et autres. Les réacteurs nucléaires sont alors arrêtés, si les services ne sont pas disponibles, le réacteur qui a consommé le plus de combustible est arrêté, tandis que l'autre fournit de l'énergie au navire, mais l'usure du système de propulsion et des autres machines n'est pas le seul problème. Presque tout le reste du porte-avions a du mal à tenir le coup à cause de son âge, en particulier l'équipement d'arrêt. En 2016, lors du déploiement en Syrie, 2 avions de combat se sont écrasés en tentant d'atterrir. Un Su-33 a rompu le câble d'arrêt et a roulé sur le pont, le pilote s'est éjecté et a survécu. Quelques jours plus tard, 3 avions ont décollé, mais seuls 2 ont pu atterrir sur le navire. Cela s'explique par le fait que 2 des 4 câbles d'arrêt du porte-avions se sont rompus après le 2e atterrissage. Le pilote du 3e avion a reçu l'ordre d'encercler le porte-avions et d'attendre que l'équipage répare le dispositif d'arrêt. 1 heure plus tard, le MiG-29K est tombé en panne de carburant et le pilote a dû s'éjecter. En 2017, le porte-avions est retourné à Mourmansk pour subir un carénage de mi-vie, qui prolongerait sa durée de vie de 25 ans supplémentaires. Dans le cadre de ce carénage, le navire amiral russe a dû passer du temps en cale sèche, et la seule disponible dans le nord de la Russie était la cale sèche flottante PD-50, mais le 30 octobre 2018, la cale flottante a perdu son approvisionnement en électricité depuis la côte. Les pompes ayant cessé de pomper l'eau des ballastes, le dock s'est lentement incliné et a coulé. En conséquence, l'une des 2 grues de 70 tonnes a fini par tomber sur le porte-avions, laissant un trou dans le pont d'envol. Le naufrage du PD-50 aurait pu être évité si le dock flottant avait été équipé de générateurs de secours, ce qui était le cas, mais à quoi sert un générateur dont le réservoir de carburant ne contient pas de diesel ?
il s'est avéré par la suite qu'aucun diesel n'avait jamais été acheté pour ces générateurs, ce qui n'est pas du tout surprenant, car le directeur général du chantier naval qui avait été chargé de réparer le Kuznetsov a ensuite été arrêté et accusé d'avoir volé 650 000 $ sur l'argent qui avait été alloué aux travaux de réparation. Après le naufrage du dock flottant PD-50, il a été annoncé que 2 cales sèches adjacentes de 200 mètres de long dans le chantier naval de Mourmansk seraient combinées en un seul dock massif de 400 mètres. 30 ans après sa mise en service, la Russie met enfin en place un soutien approprié pour son seul et unique porte-avions. D'une certaine manière, les malheurs passés de l'amiral Kuznetsov peuvent être attribués au fait que le gouvernement russe n'a pas investi dans les infrastructures appropriées, car ne pas avoir de porte-avions n'est pas une option pour la Russie.